et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La Société d'histoire et du patrimoine de la région de La Sarre est bel et bien vivante. Pour nous en parler, je reçois la responsable, Mme Christiane Pichette. Madame Pichette, bonsoir. Bonsoir. La Société d'histoire et du patrimoine de la région de La Sarre, ça existe depuis combien de temps? Il me semble que ça fait juste peut-être quelques années qu'on Ça fait environ 7 ans que ça existe. Ça a été ouvert par Mme Pauline Vallée. C'est elle qui a eu l'idée d'ouvrir la Société d'histoire. Et puis, c'est elle qui s'en occupe bénévolement. OK. Mais dites-moi une chose, Mme Pichette. Quand on regarde ça, c'est sûr qu'on parle de l'histoire de notre coin de région ici, mais ça fait quoi exactement une société d'histoire et du patrimoine? Le mot le dit, on a histoire, on a patrimoine, mais c'est quoi le rôle de cette société-là? C'est de conserver, d'étudier les documents que l'on reçoit, que ce soit des photos, des objets. On a comme mandat de les conserver quand les gens nous les apportent. Quelquefois, on les numérise seulement parce que les gens veulent quand même conserver leurs documents. Okay. Et puis, nous, on les met en archive. Alors, les gens qui veulent avoir, exemple, de l'information sur quand, mettons, l'église de La Sarre a été bâtie, mais nous, par nos recherches, on peut savoir la date que ça a été fait, par qui a été l'ingénieur, etc. là. Est-ce que la population chez nous, on parle du secteur Abitibi-Ouest, là, est-ce que la population collabore avec la Société du patrimoine? Vous dites tantôt, il y a des gens qui nous emportent des manuscrits, il y a des gens qui nous emportent des photos. Est-ce que, en général, la population vous aide? Oui, en général, la population nous aide. Quand on a des recherches à faire, on envoie soit une demande à la population et les gens qui ont de la documentation là-dessus peuvent nous l'apporter. Comme je vous disais tantôt, on peut les numériser s'ils veulent les conserver. Ouais, c'est mais ça qui est aussi, important. si les gens veulent s'en départir, exemple, d'anciens baptistères, mettons, la personne est décédée, mais eux, au lieu de les jeter, qu'ils nous les apportent parce que nous, plus tard, ça peut nous servir pour faire les arbres généalogiques. Fait qu'on peut remonter comme ça dans le temps. Là, C'est donc dire qu'en même temps, on peut passer un message à la population. Des fois, il y a des personnes qui vont faire du ménage justement dans d'anciens documents familiaux, puis qui pourraient dire, bon, regarde, on va jeter ça, il s'intéresse personne, mais avant, on leur demande de passer chez vous. Oui, ce serait très important de passer chez nous, de nous les apporter s'ils veulent s'en départir. Nous, on fait un tri. Ce qui est important, on le conserve. Et ce qui est pas important, ben là... Puis, je sais que vous l'avez dit à 2 reprises, puis je veux que ce soit bien clair aussi, c'est que il y a des gens que si ils veulent conserver leurs documents, vous pouvez en prendre une copie. On en prend une copie et on remet le document à la personne qui nous l'apporte. Alors, les gens qui auraient des documents, des fois, toujours communiquer, peut-être juste, tandis qu'on y pense, donner le numéro de téléphone. Oui, c'est le 819-333-2294, poste 241. 241. Alors, s'il y a des gens qui voudraient prêter ou donner des documents qui, peut-être pour vous, qui sembleraient avoir aucune valeur, mais que pour la Société du patrimoine, ça peut représenter beaucoup. Alors, ils ont qu'à téléphoner au 819-333-2294, poste 241, ou se rendre au 187 rue principale à La Sarre. Exactement. À côté de la Maison de la Culture. À côté de la Maison de la Culture. Il y a eu une exposition estivale qui a été présentée de mai à septembre. Elle vient de se terminer. Parlez-nous un petit peu, c'était quoi? C'était une exposition qui s'appelait Papotage ancestral. C'était des objets anciens qu'on exposait. Exemple, des anciennes pipes, des anciens ustensiles en argent, des vêtements,
des objets qui ont servi aux infirmières dans le temps, les anciennes seringues là, qui étaient très longues, là, en vitre, etc. Là. Il y avait différents objets, c'était très, très important. Et ça appartenait à qui? Ça appartenait à qui? C'est des gens qui nous les ont apportés. Et c'est comme ça qu'on peut retracer l'histoire et montrer aux gens qu'est-ce qu'il y avait dans ce temps-là. Ça datait avant les années 50. Là. Okay. On avait aussi d'anciennes photos. Donc, ça faisait une exposition très, très enrichissante et intéressante pour la population. Ces objets-là, vous les remettez après ou ce sont des objets qui vous sont prêtés ou qui vous sont donnés? C'est les deux. C'est les deux? C'est les deux. C'est des objets que déjà, nous, on avait. Et il y avait aussi des objets que les gens nous avaient prêtés pour l'occasion. Comme je vous disais tantôt, des fois, on envoie un avis de recherche à la population. Okay. Alors là, les gens nous apportent les objets pour qu'on les expose. Parce que moi, j'ai ouï dire que dans notre secteur à nous et dans le secteur du Témiscamingue, il y avait beaucoup de familles qui avaient des objets qui dataient des années, fin des années 1800, début des années 1900. Et malheureusement, et très souvent, ces objets-là, on les met au vidange. Oui, c'est malheureux. Ça, c'est que c'est malheureux. C'est malheureux parce que, à quelque part, c'est avec ça qu'on peut transmettre aux générations futures. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? Au début de la colonisation, en 1908, exemple, quand les premiers arrivants sont arrivés, on a fêté justement, en fin septembre, l'arrivée des premiers arrivants à la salle. Okay. Alors, ces gens-là, en nous rapportant ces objets-là, mais on peut les exposer et montrer aux gens les différents objets, que ce soit, je sais pas moi, une vieille tasse, un vieux document. Mais c'est ça, c'est que très souvent, les gens peuvent avoir le réflexe de dire qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Je suis aussi bien d'envoyer ça au vidange, mais vous allez faire le tri. S'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, vous allez soit les remettre à la personne ou si elle vous permet d'en disposer, vous allez en disposer. Oui, mais c'est ça. Allez au moins vous le montrer, oui, à savoir c'est quoi. Puis nous, je vais vous dire qu'on jette pas grand-chose. Là. Sûrement. On conserve presque tout ce que les gens nous amènent parce qu'on se dit c'est important de les conserver. Ben, c'est ça. Même s'il est un petit peu brisé, un petit peu ébréché, c'est pas grave. Là. Non, ça fait partie du temps, tout simplement, c'est ça. Oui, c'est ça. L'usure est là. L'usure est là, c'est ça. Ça prouve qu'il a servi, il a été... Et vous entreposez ça à quel endroit? Au 187 principal, oui. On ouvre un fonds au nom de la personne qui nous les amène. Okay. Alors, ce fonds-là, il est là, il est disponible en tout temps pour la personne. Si elle veut revoir ses objets ou si, à un moment donné, elle a besoin d'un document, nous, on est capable de le retracer puis faire une copie pour elle, ou si elle veut le revoir, nous, on garde une copie. C'est tout bien classé. C'est ça. Il y a une chose qui fascine les gens, que ce soit, je parle à la grandeur du Québec. Il y a une chose qui fascine beaucoup les gens, et particulièrement chez nous, parce qu'on en a beaucoup, les fameux ponts couverts. Les ponts couverts qui ont été laissés à la merci des municipalités il y a une dizaine d'années passées, 8 à 10 ans passés. Le gouvernement s'est peut-être aperçu qu'il avait fait une erreur à ce moment-là. Moi, je considère que le gouvernement avait fait une erreur parce que, soyons honnêtes, les municipalités n'ont pas de budget pour entretenir de pareilles structures, puis ça coûte excessivement cher. Juste refaire un tablier de pont, moi, j'ai travaillé longtemps dans ça, puis ça coûte excessivement cher et les municipalités laissaient aller, malheureusement, ces fameux ponts couverts-là. On a repris, le gouvernement a repris les ponts couverts, je pense, à la satisfaction d'à peu près tout le monde, dont vous autres, j'en suis persuadé. Chez nous, les ponts couverts, il y en a beaucoup. Présentement, il en reste 10 en fonction. OK. 10 que les gens peuvent aller voir.
C'est sûr qu'il y en a beaucoup de disparus parce que dans le temps, il devait en avoir comme une cinquantaine ici. Oui, exactement. Et puis, ceux qui restent, il y en a dans le coin de Villebois, il y en a ici dans la région de la Salle, il y en a un ici à Macamigue. Oui. Alors, c'est important d'aller les voir, c'est important de regarder la richesse de ces bâtiments-là parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ils sont encore là malgré le temps, malgré... Ça veut dire que c'était bien construit à ce moment-là. C'est très important de les conserver parce que je crois que ici au Québec, c'est nous qui en avons encore le plus. Oui, exactement. Alors, c'est très important de les conserver. On a aussi à la Société d'histoire une belle exposition sur nos ponts couverts. C'est une exposition qui est montée par M. Jacques Fournier. Okay. C'est lui qui a fait les maquettes, qui a fait les encadrements avec les photos des ponts, qui a retrouvé à travers le temps. Alors, c'est une belle exposition à venir voir aussi. Sûrement. Semaine patrimoniale du 1er au 7 décembre prochain. Qu'est-ce que c'est exactement, madame? Ça, c'est une semaine qui va avoir lieu dans le cadre de la semaine patrimoniale, justement. On va avoir différentes activités. On va avoir des ateliers, dont un atelier de boules de Noël. Alors, les gens qui vont vouloir venir fabriquer des boules de Noël, on va avoir une personne qui va donner un petit cours pour lui montrer comment monter les boules de Noël, etc. Ça va se faire le mardi, le 2 décembre, à 13h30. Il faut vraiment s'inscrire, par exemple, parce que les places sont limitées. Aussi, dans le cadre de la semaine patrimoniale, on va avoir une soirée traditionnelle. OK. Qu'on va monter aussi. Là, on est présentement au montage de notre semaine. On va avoir aussi notre brunch patrimonial. Oui, on va en revenir à ça parce qu'il y a quand même aussi un atelier aussi qui va avoir durant cette semaine-là. 2 ou 3 ateliers durant la semaine. Comme je vous ai parlé de l'atelier des boules de Noël, mais les autres sont en restructuration. On est en train de les monter. On est en train de rechercher les personnes ressources. Madame Pichette, une chose, moi, je vous écoute parler, puis il y a une chose qui me passionne, c'est que la Société d'histoire et du patrimoine, on en entendait très peu parler, on commence à en entendre un petit peu plus parler, mais on voit que c'est très actif. Oui, mais on est de plus en plus actifs et on veut que les gens s'aperçoivent qu'on est là, qu'on est actif, on veut que les gens viennent nous voir, on veut qu'on parle de nous et on veut que ça soit intéressant pour tous. Là, vous allez faire une recherche, j'ai ça ici, moi, dans mes notes, là, une recherche ornements de Noël, des anciens ornements de Noël. Oui, présentement, on veut monter une exposition pour Noël. Ça va être des sapins décorés. Alors, on est à la recherche de vieux ornements de Noël avant les années 50-60. Fait que les gens qui ont ça, on leur demanderait de venir nous les porter à la Société d'histoire. S'ils veulent s'en départir, on va les conserver. S'ils veulent nous les prêter pour notre exposition, ça va nous faire plaisir. Et c'est ça. Présentement, on est à la recherche de ça, des ornements de Noël anciens. Je pense que ça va faire des beaux sapins, ça. J'ai l'impression parce que il y avait, dans ce temps-là, il y avait vraiment des choses extraordinaires. Oui. Je me rappelle dans mon enfance, là, les anciennes boules, etc., là, c'était merveilleux. Et les gens qui auraient de vieux sapins. Ah, aussi, oui. On en aurait besoin de 2 ou 3. Alors, s'il y a des gens qui veulent nous les prêter pour la période des fêtes, ben on est pas mal. Vous êtes les bienvenus à ce moment-là. En terminant, brunch patrimonial, ce sera le dimanche 7 décembre? Oui, ça va être dimanche 7 décembre. C'est au centre Saint-André, dans la petite salle. OK. Alors, pour l'occasion, ben il va y avoir des mets traditionnels. Ça va être justement pour faire connaître encore nos brunchs et notre société qui est, comme on disait tantôt, très vivante et on veut de plus en plus qu'elle le soit. Alors, on le répète, ceux qui auraient des choses à prêter ou à donner, ne vous gênez surtout pas. On répète le numéro de téléphone. Le 333-2294, poste 241. Puis, vous pouvez les emprunter, vous pouvez les garder, vous pouvez faire des photocopies ou peu importe si ce sont des documents que les personnes voudraient avoir. Alors, ne vous gênez pas, mesdames et messieurs, Société d'histoire et du patrimoine, 333-2294, poste 241. Madame Pichette, merci infiniment et bon succès parce que ça bouge beaucoup, là. Mais merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous.
le Québec regorge d'aliments savoureux, fièrement produits ou transformés ici. Demandez-les, savourez-les. Mettez le Québec dans votre assiette. Fruits et légumes Saint-Georges? Oui, madame. Des fruits et des légumes. Petit pot d'eau par tes fenêtres? C'est ça. Des portes puis des fenêtres. Plantes et fleurs brodeur. Oui. Des plantes puis des fleurs. Épargne Placement Québec? Oui, c'est pour épargner, avec des placements garantis par le gouvernement du Québec. Le nom le dit, Épargne Placement Québec. Investissez maintenant, vos économies sont garanties à 100%. Construire son propre avion était sûrement un de ses plus grands rêves. Mesdames et messieurs de Lasserre, M. Alain Marquis. M. Marquis, bonsoir. Bonsoir. M. Marquis, regardez, là, dans mon intro, on ne s'est pas parlé beaucoup avant l'émission, mais dans mon intro, je dis que c'était probablement un de ses plus grands rêves. Est-ce que je me trompe ou bien non, c'était là vraiment un de vos rêves? Ah, c'est un grand rêve. C'est un grand rêve depuis bien des années. Si on se reporte justement depuis bien des années, on se reporte, mettons, vers... Vous aviez quel âge, mettons, quand... D'abord, sûrement qu'étant beaucoup plus jeune, même si vous n'êtes pas beaucoup âgé, j'en suis persuadé, mais étant beaucoup plus jeune, vous avez sûrement là, eu une passion en disant, à chaque fois que vous voyez passer un avion, quelque chose, là, c'était le regard vers ça, ou bien non, si ça a commencé... Comment tout ça a débuté? Ah, c'est officiel, on voyait voler les avions, on était jeunes, on regardait voler du monde qui avait des petits avions, on dit ça a l'air le fun. Mm-hmm. Ça a l'air intéressant. Fait que, première occasion qu'on a eu de monter dans un avion, on m'en a monté. J'ai bien aimé ça, j'ai adoré ça, j'ai toujours aimé ça. Fait qu'à 19 ans, j'ai dit, oups, là, c'est assez, là, on passe notre licence de pilote privé. Ah, OK. À 19 ans, vous avez passé votre licence. J'ai passé mes licences de pilote privé. Bon, moi, je sais qu'il y en a qui construisent leur propre avion. Ça, je dirais pas que c'est régulier, mais c'est quand même... on en connaît, puis très souvent, on entend parler, oui, ça, le monsieur qui vole, il a construit son propre avion. Mais moi, ce qui m'a vraiment accroché, c'est que vous avez construit un avion, mais un avion amphibie. Oui, amphibie, parce que on sait qu'en Abitibi, on n'a pas beaucoup d'aéroports, mais on a beaucoup de lacs. Oui. Fait que de l'eau, il y en a beaucoup, fait qu'on dit qu'on a des aéroports partout. Quand t'es amphibie. Puis l'eau, on en masse. Ça, c'est pas un problème. Ça, on en masse, c'est aucun problème. Fait que l'avantage, ça fait longtemps que je regardais ça, je dis l'avantage, c'est un amphibie. C'est plus léger, c'est plus moderne, c'est plus rapide, ça a beaucoup d'avantages. Je dis, moi, j'ai trop visé cette machine-là. Là. Vous avez découvert ce genre d'avion-là à quel endroit? J'ai vu ça peut-être dans des revues, là, peut-être 10 à 12 ans, les premières années que ça a sorti. OK. Puis ça a été un modèle d'avion qui a été développé, je me souviens pas, c'est un modèle d'avion ARC, est-ce que je me trompe? Non, c'est un modèle d'avion qui a été développé dans le bout de Vancouver. C'est un Canadien qui l'a créé. OK. Puis ça a été repris par une entreprise américaine. Américaine. Puis après ça, c'est rendu au Québec. Ben là, c'est rendu qu'elle va se construire à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Moi, quand j'ai commencé à la bâtir, l'usine était rendue à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ce qui m'a amené à dire, vu qu'un avion fait au Québec, on va avoir des conseils québécois, fait que je vais embarquer plus avec celle-là. Moi, là, si je vous demandais, là, est-ce qu'un avion amphibie, là, c'est comme un avion sur roue? D'abord, c'est sur roue ou sur canot. Ça, il faut s'entendre, là, et c'est ça. Quand on parle de vol, quand on parle d'amérissage, atterrissage, est-ce que c'est la même chose ou si c'est un cours? Il n'y a pas un cours pour amérir un avion, puis il n'y a pas un cours pour atterrir un avion. Est-ce que c'est la même chose? Non, amérir, c'est différent. On atterrit sur l'eau, c'est différent. On a des formations spéciales pour ça. OK. Oui, moi, j'ai acheté en formation comme c'est là. Pour amérir sur l'eau, j'attends d'avoir fait mes heures sur roue, comme on dit. Après ça, on va une formation atterrir sur l'eau. Bon, là, vous êtes après me dire que ça prend 2 formations. Oui. Parce que ce n'est pas la même chose. Du tout. C'est pas le même vol qu'on va dire comme un petit Cessna ou un petit Piper ou une petite H-20. C'est différent. Fait que au moment où l'on se parle, vous pouvez atterrir sur une piste. Sur une piste. Ça, il n'y a pas de problème. Puis, vous ne pouvez pas encore aller sur l'eau. Non, aller sur l'eau, mais que j'ai fini, mais on dit on a un tel nombre d'heures à faire pour Transport Canada. Après ça, m'a rencontré mon instructeur
qui est venu faire la machine avec moi, qui a sorti, on va dire, le premier vol avec moi. On va aller sur l'eau, un entraînement de 5 heures. Qui va nous permettre d'aller sur l'eau après ça? Pour avoir mes licences approuvées pour aller amphibie sur l'eau. Parce qu'ici, là, l'avion, là, on le voit, là, on a ici une photo, là. Alors, les roues, c'est une commande pour sortir les roues, oui. C'est une commande pour lever les roues. Automatiquement, ça devient un flotteur. Ça devient un flotteur, oui. C'est ça? Oui. Vous avez assemblé cet avion-là à quel endroit? Sur on va dire la route 113. Je suis même mécanique, j'ai un hangar, je l'ai tout bâti dedans. Ah, OK. J'ai fait un hangar pour bâtir l'avion. Ah oui? Oui, parce que ça se bâtit pas de même. Là. Non, je comprends. Non. On bâtit pas ça dans un petit garage en arrière de maison. C'est très sévère. Transport Canada sont très sévères. Sûrement. Oui, parce qu'on fait de la composite, puis de la composite, ça demande beaucoup dextérité, puis beaucoup de calcul pour vraiment pas qu'il y ait d'humidité. Le pire ennemi de la composite, quand on la fabrique, c'est l'humidité. Ah, OK. Fait que ça veut dire que si vous avez travaillé autant l'hiver que l'été, vous avez eu à chauffer, etc. J'ai chauffé l'hiver. C'est préférable de le faire l'hiver parce qu'il y a moins d'humidité. Ah, OK. On chauffe l'hiver, fait qu'il y a beaucoup moins d'humidité. Ça travaille beaucoup mieux. Tu contrôles beaucoup plus ta température. Ah, OK. L'été, tu as le problème que tu contrôles pas la température. Trop chaud, trop humide, c'est pas bon. OK. Tu as une température. Puis ils te vérifient quand Transport Canada pour voir c'est vraiment. Comment? Ils viennent nous visiter. Ah oui, ils viennent nous visiter. Ils sont 3 fois me visiter, moi, pour voir comment je procédais puis tout. Si je procédais selon les normes qu'ils ont appliquées. Comme ça, si on fait juste un parallèle, Monsieur Marquis, vous avez construit cet avion-là, vous avez eu des visites d'inspecteurs de Transport Canada, exactement, OK. C'est un peu aussi le même genre que lorsque M. Paquette a construit son fameux Zen, là, son gros bateau. Oui. Là, il recevait régulièrement de la visite de Transport Maritime Canada qui venait inspecter les soudures, etc. C'est un peu la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ça veut dire que les lois sont excessivement sévères sur ça. Ah, c'est sévère. Ils nous vérifient, puis on a bien des normes à respecter. Là, expliquez-moi une chose. Là, vous avez rien, pas en tout. Là, vous partez, puis vous allez acheter ce qu'on appelle un kit. On va parler pour se comprendre, là. Oui. On achète un kit. Oui. Vous l'avez pris où? Puis vous avez, est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est le moteur en même temps? Comment? J'ai acheté le kit de monsieur de la Floride. Ça a pris une vanne complète pour l'amener. Une vanne complète? Une vanne complète pour l'amener le kit de la Floride. Après ça, j'ai fait 6 mois d'études avant de commencer à monter ça. Parce que faut regarder les plans, faut étudier. C'est sûr. Faut regarder comment c'est monté. Après ça, tu as des entraînements à voir avec la composite, parce que c'est tout de la composite. C'est pas en aluminium, c'est en composite. C'est plus léger, c'est plus résistant, mais tu as des attraits à faire attention. Après ça, j'ai commencé à bâtir. Puis ce que j'avais vu cet avion-là, ce que je l'avais vu en kit, j'avais vu ça à Oshkosh. Là, 6 ans, quand j'étais allé à Oshkosh, j'avais descendu à Oshkosh avec mes 2 garçons, on avait été visiter le gros show, puis on avait vu cet avion-là. Puis l'année que j'étais allé voir cet avion-là, à Oshkosh, c'est le premier prix et le deuxième prix des plus bels avions. Ah. C'est eux autres qui l'avaient gagné. OK. Il était vraiment bel, eux autres. J'ai dit, ouais. Ça m'intéresse. Ça me venait au Québec, fait au Québec. Okay. J'ai dit, ça m'intéresse encore plus. Ah, mon Dieu, fait. Sans aller dans les détails, M. Marquis, mais seulement que ça vaut combien un avion de même? Sur le marché, là, on va dire, c'est en haut de 200 000 sur le marché américain. C'est en haut de 200 000. Ouais. Puis quand vous la montez vous-même, c'est moins cher? C'est moins cher parce qu'on fait beaucoup d'heures. On a fait 2500 à 3000 heures dessus de fabrication. Fait que ça baisse les coûts. Il nous reste le coût du moteur, c'est sûr. Tous les équipements sont neufs dedans. Fait que le coût est là pareil. Mais c'est comme tous les avions. Plus qu'elle vole, plus belle qu'elle est, elle ne perd pas de valeur. Un avion, ça ne perd pas de valeur. Si tu l'entretiens comme il faut, l'avion, ça a un gros avantage. Il n'y a aucune valeur qui se perd. Ah, c'est ça qui est avantage. C'est un placement. Ouais. Ça peut voler à quelle altitude environ? Ça, on va dire une altitude d'environ 10 à 11 000 pieds. Est-ce que c'est comme un Cessna? Oui, environ là, pour aller en altitude? Oui, dans les hauteurs. Et en vitesse? En vitesse, ben là, ça ne se compare pas. Nous autres, on parle de... Nous autres, on roule 180 000 à l'heure en déplacement régulier. Ah oui. C'est beaucoup rapide. C'est un avion rapide, là. OK. Avion que vous allez vous servir un coup, vous allez avoir toutes vos licences de pilote que vous allez pouvoir vous servir pour aller à peu près n'importe où. À peu près n'importe où, Parce que amphibie, ça dit, là. C'est ça. On dit comme les amateurs de pêche, aller à la pêche, aller à la chasse. Mais surtout, elle fait des déplacements quand on va, exemple, à Trois-Rivières, Montréal. Okay, oui. On peut rentrer dans les aéroports faciles. Parce qu'il rentre combien de personnes dans l'intérieur? C'est une 4 places. C'est une 4 places. OK.
On dit dans l'article que j'ai lu que les instruments de vol sont vraiment sophistiqués. Moi, j'ai mis un kit tout nouveau modèle, tout électronique. Comme les nouveaux systèmes, là, on va dire, c'est plus un... On va dire un vieux pilote qui embarque là-dedans, il se reconnaît pas. Ah, OK. Parce qu'il va dire, maudit, les cadrans, c'est bien différent. J'ai mis tout vraiment ce qui était de sophistiqué dans le nouveau modèle, là. Juste pour faire une comparaison, j'espère que le gars, il m'en voudra pas, là, parce que je le connais bien comme il faut, mais un pilote comme Serge Parent, que vous connaissez sûrement, un pilote comme Serge Parent, pourrait-il du jour au lendemain arriver et piloter ce genre d'avion-là? Ou s'il faudrait qu'il aille se recycler, ou je sais pas, là? Non, il pourrait pas avec un entraînement bien sévère, là. Un pilote qui est assez habile, qui peut voler, pas de trouble. Il n'y aurait pas de trouble. Il n'y aura pas de problème, là. Ça, là, l'inspection, parce qu'on en a parlé un peu, mais c'est que avant, là, actuellement, est-ce que vous volez avec? Oui, je vole actuellement avec, là. Actuellement, je vole, dès qu'il fait beau, je vole, là. OK. Je vole régulièrement avec, là. Fait que vous avez besoin de combien d'heures avant d'avoir... Moi, on va faire un 25 heures avant de dire que l'avion, le Transport Canada, met mes lettres de navigabilité à vie. Ah, OK. Je n'ai un set de lettres, mais il fait 25 heures, j'ai envoyé ça à Transport Canada, puis eux autres me certifient mon avion à des 25 heures de fête. Il me donne mes lettres à vie pour l'avion. Son permis de navigabilité qu'on appelle. Oh oui, OK. Monsieur Marquis, à partir du moment où vous avez commencé, comme on dit, à déballer le kit, comme on dit, OK, et au moment où vous l'avez sorti pour votre premier vol, on parle de combien de temps? Ah, 5 ans et demi. 5 ans? 5 ans. Et demi la bâtir puis la préparer, oui. Il faut être patient. Il faut être bien patient, puis il faut aimer ça. C'est un... Oui, c'est sûr que... C'est un défi. C'est un défi. Ça devient une passion. Ah là, oui, c'est une passion, c'est sûr. Là. 5 ans à construire son propre avion. Vous avez peut-être une question bizarre, là, mais est-ce que vous avez commencé, disons, tiens, par la queue en montant vers le moteur, ou ben non, c'était aujourd'hui, je fais une aile, je travaille une aile, je travaille le body, comme on dit, le corps de l'avion. On travaille à peu près 2 à 3 pièces tout le temps en même temps. Ah, OK. Ouais, on va travailler un aile parce qu'il faut y aller par étapes. OK. On va travailler un aile, on va travailler, on va dire l'élévateur, puis on va travailler notre train d'atterrissage. On travaille trop des pièces parce que quand on a une pièce de coller, s'il faut attendre des fois 24 à 48 heures avant de la toucher, pour être capable de continuer, fait que là, on travaille sur une autre pièce. On va travailler tout le temps comme ça. Toujours 2-3 pièces en travail. Là. OK. Ça prend quoi, là? Ça prend des soudures? Non, c'est tout collé. Il n'y a pas de soudure dans ça du tout? Il y a très peu de soudure. C'est tout collé. Mais mon Dieu, c'est tout collé, là. M'excuse, là, mais c'est pas une colle de page, là. Certains, non, là, c'est un fil une grésillou non plus, je penserais pas. C'est un fil de verre spécial. Genre de colle, ouais? C'est un fil de verre spécial. Fait vraiment adapté pour ces avions-là. C'est vraiment fait pour ce type de composite-là. Le monsieur qui m'a donné une petite formation là-dessus, il avait travaillé pour les Américains. OK. Sur les fameux avions furtifs. C'est fait en composite. OK. Ceux qui ne savent pas. Puis il a travaillé 10 ans avec les Américains. Fait que de la composite, il savait c'était quoi. Il m'a dit, tu vas faire attention sur tel point, tel point, tel point. Puis tu n'auras pas de problème. Ça va être solide, c'est super solide. Est-ce que pour vous, M. Marquis, là, c'est notre dernière question, est-ce que pour vous, lorsque vous allez pouvoir aller sur l'eau, vous allez avoir tous vos diplômes de tout ça, là, bon. Oui. Est-ce que vous allez vous sentir plus en sécurité de partir avec votre avion, sachant que si vous arrive un pépin, il y a une route que vous pouvez atterrir, il y a une piste que vous allez pouvoir aller et il y a tellement d'eau que vous allez pouvoir vous poser. Est-ce que pour Alain Marquis, ce sera plus de sécurité? Oui, c'est une sécurité parce qu'on a beaucoup de place pour atterrir, beaucoup d'eau. Puis c'est officiel. Quand on a de l'altitude un peu, ben on a une sécurité de plus que n'importe quel avion qui est juste ses roues, on va dire, ou juste sur l'eau. Oui, mais juste un ou l'autre. Juste un ou l'autre, c'est ça. C'est un avantage de plus, c'est sûr. C'est un gros avantage. Est-ce que c'était pensé pour vous d'acheter, de construire un avion amphibie à ce moment-là? Est-ce que vous avez dit, ouais, je vais être peut-être plus en sécurité ou c'était simplement de même? Non, plus la sécurité, oui, mais c'est surtout l'attrait de pas arriver sur les roues, puis on a des problèmes sur l'eau aussi. Ben oui, sûrement. Le soir, quand on vient, on appelle ça glacé water, on dit.
L'eau, c'est comme un miroir. En fait, là, on favorise des pistes. Beaucoup de termes qu'on dit, là. Monsieur Marquis, merci infiniment. C'était vraiment intéressant. Bravo, parce que réellement, c'est beaucoup, beaucoup d'heures. On dit quoi, 2500 heures? 2500 heures. 2500 heures. Alors, il faut le faire. Félicitations. Puis quand les gens verront un bel avion passer, pas de roue, pas rien en dessous, ils vont dire, tiens, c'est M. Marquis qui parle. Merci beaucoup, M. Marquis. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info News. Au revoir.